Arc Alabasta, chapitre 155. Sur Sandy Island, au port de Nanohana, un groupe de pirates est en train de piller. Mais pour les civils, une lueur d'espoir apparaît. Crocodile est sur le toit d'un bâtiment. Clairement, sur cette scène, avec son manteau, il me fait penser un peu à Batman, alors que tous les citoyens adulent leur sauveur. Lui, il est là. Fermez-la les vermines. Je viens juste foutre une branlée aux pirates. Il lui crache dessus parce qu'il fait partie des 7 grands corsaires. Pour rappel, ce sont des pirates qui sont à la solde du gouvernement. Avant ça, son ancienne prime était de 85 millions de berries. Alors qu'il se jette dans la mêlée, le Seigneur des Sables, comme l'appellent les habitants d'Alabasta, se fait transpercer par plusieurs lames. Mais c'est inefficace. Une tempête de sable engloutit ses ennemis qui semblent, on pourrait dire momifiés, vieillit extrêmement rapidement. Globalement, le combat était une simple formalité et il repart avec son butin sous les acclamations des habitants. Au palais royal, on rencontre le père de Vivi, Nefertari Cobra, qui apprend la nouvelle comme quoi, encore une fois, Crocodile est arrivé avant les soldats d'Alabasta et a réglé la situation et dira que Crocodile fait beaucoup pour nous. Sur le bateau de nos héros, Sanji mène l'enquête. Il avait prévu de la bouffe pour 8 jusqu'à Alabasta, mais tout a disparu. Enfin, voilà l'enquête. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors que Sanji réclame un cadenas pour le frigo, Usopp, Chopper et Kalou, ses complices, font profil bas. Puis, l'équipage apprend de Vivi que Crocodile est considéré comme un héros en son royaume, et qu'importe son statut pour les habitants tant qu'il les débarrasse des pirates. Sauf, ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur sauveur compte s'emparer du royaume. Luffy résume la situation en « Ouais, faut juste lui mettre une raclée quoi ». Puis, elle explique le fonctionnement et l'organisation de Baroque Works globalement. Il a sous ses ordres directs 12 agents humains et animaux, que chaque homme a comme préfixe Mister, numéro de 1 à 13, suivant sa puissance, et ils sont tous accompagnés d'une femme d'une puissance équivalente qu'on appelle Miss. Les Unluckies qu'on a déjà rencontrés sont Miss 13 et Miss Friday. Ils ont un rôle de punisseur. Pour les agents qui ratent leur mission, ah et oui, et pour Mr. 2, il n'a pas de partenaire parce qu'il fait les 2 rôles. Puis, vous avez encore du monde en dessous. Et que globalement, comme prendre le pouvoir à Alabasta est la mission la plus importante, vous imaginez bien que toutes ces personnes, sans exception, vont se rassembler à Alabasta. Chapitre 156. Sur le bateau, c'est la galère pour la nourriture. Limite à un moment, c'est con, ils essayent de pêcher avec Kalou comme appât. Au loin, ils voient une épaisse fumée blanche qui sort de la mer. Nami leur explique que c'est un volcan sous-marin qui dégage ce nuage de vapeur. Et dans très longtemps, ça donnera une nouvelle terre. Arrivant à toute berzingue, l'équipage de Mr. 2 voit l'écran de fumée, mais bat les couilles pour Bonclé, qui donne l'ordre de traverser l'obstacle sans ralentir la cadence. Sauf quand ils sortent de la fumée, l'équipage se rend compte que leur capitaine a disparu. Oui, Mr. 2 s'est retrouvé accroché à Kalou. Forcément, la surprise est Bonclé va tomber dans l'eau. Une fois repêché, il va les remercier. Le groupe fait connaissance, il fait même un peu les yeux doux à Vivi. S'il ne sait pas nager, c'est parce qu'il a mangé un fruit du démon, le Mane Mane no Mi, le fruit du travesti. Son pouvoir lui permet de prendre l'apparence et le corps de quelqu'un qui l'a touché. Alors qu'il s'amuse à faire le con en changeant de visage plusieurs fois et accessoirement montrer la poitrine de Nami, oui, l'info est importante, Vivi reconnaît l'un des visages, celui de son père. Elle ne dira rien sur le moment, par contre, c'est genre des grandes barres sur le bateau. Mr. 2 s'entend super bien avec Luffy, Usopp et Chopper. Limite, on dirait qu'il fait déjà partie de l'équipage. Le bateau de notre travesti revient le chercher. Et lors des adieux, il faut retenir 2 choses. Qu'un, Mr. 2 leur a dit qu'ils sont amis pour la vie, et 2, alors qu'ils partent, ils apprennent que cette personne est de Baroque Works. Et que Mr. 2, par contre, lui, ignore qui sont les Mugiwara. Vivi est chauve. Les autres lui demandent, mais tu les as jamais vus? Non. Pareil pour Mr. One et sa partenaire. Elle connaît même pas leur pouvoir. Elle avait juste une description de Bonclé qui pour le coup était bien précise. Un grand homme efféminé qui parle comme une folle, avec des signes et une inscription folle attitude dans le dos. Mais ce qui l'a surtout marqué, c'est le fait qu'il a le visage de son père en mémoire et peut s'en servir pour se faire passer pour lui, malgré le fait qu'il est leur ennemi et ils éprouvent de la sympathie pour lui. Et Zoro se dit que finalement, il faut voir ça comme de la chance, car ils connaissent maintenant leur ennemi. Chapitre 157. Un monstre marin apparaît derrière le bateau. C'est un chacal. Alors que les gars sont en mode putain, il y a à manger. Vivi les tape en leur disant que c'est un animal sacré pour le royaume d'Alabasta et que ça veut dire qu'ils sont très proches de l'île. Ce que Nami confirme en disant que le climat s'est stabilisé. Et Zoro dit ça aussi c'est une preuve que nous arrivons en regardant la poupe. Une flotte entière de bateaux arborant l'emblème de Baroque Works. Au début, ils se demandent s'ils ne doivent pas les défoncer, mais globalement, ils perdraient un temps fou alors que leur objectif c'est Alabasta. Pour contrer le pouvoir de Mr. 2, ils mettent en place un truc tout simple. Un petit bandage sur le bras gauche qui leur permettrait de se différencier. Ah oui, et Sanji lui n'a pas vu Mr. 2 au cas où. Notre équipage arrive enfin à Alabasta. Et le premier truc à faire, c'est manger. Et justement, près d'un restaurant, le Spice Bean, il y a une grosse foule qui attire Smoker et Tashigi. Apparemment, quelqu'un est mort en plein milieu de son repas, à cause d'une fraise du désert. Pour faire simple, c'est une araignée qui ressemble à une fraise et quand tu la manges, tu meurs subitement quelques jours après. Bah en fait non, le mec s'était juste endormi, alors qu'il tape la conversation avec les clients et le patron, d'un coup, il se rendort. La narcolepsie
Luffy. Après son deuxième réveil, il demande s'il n'a pas vu un gamin avec un chapeau de paille en montrant l'avis de recherche de Luffy. Smoker rentre dans l'établissement et dit: t'as un sacré culot de manger devant tout le monde. Que viens-tu faire ici? Podcast, dit Ace, le capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche. Oui, c'est bien la même personne qui recherchait Luffy à Drum. Ace va répondre: je cherche mon petit frère. Chapitre 158. Au début, Vivi se demande comment ils vont faire pour retrouver Luffy en ville. T'inquiète pas, il suffit d'aller juste là où il y a le bordel, répond Sanji. Nami pense qu'il devrait faire plus attention parce que sa tête est mise à prix. T'inquiète, il se débrouille bien tout seul. En gros, dès qu'il se passe un truc, c'est t'inquiète. De retour au Spice Bean, les gens sont choqués de voir un pirate de Barbe Blanche. Smoker demande à Ace de le suivre bien gentiment, même si de base, il n'est pas là pour lui. Évidemment, il refuse. Et alors que l'échange continue, il y en a un qui arrive en roquette et propulse le capitaine et le pirate hors de l'établissement à travers les murs. Alors que tout le monde est sur le cul, Luffy prend place et demande à manger. Il tape ses meilleurs crocs pendant que Ace s'excuse d'avoir débarqué malgré lui dans la cuisine d'un inconnu. Alors qu'il retourne dans le restaurant à travers les trous bien énervé, il remarque Luffy et au moment de l'appeler, il est amené au sol par Smoker, Furax, qui lui aussi a remarqué le chapeau de paille. Tu sais, quand un mec de la marine te recherche, ta réaction normale, ça serait de partir en courant, non? Bah lui, il tape ses meilleurs bouchées. Limite, il ressemble à un hamster. Et Smoker lui dit: j'étais sûr que tu viendrais à la Basta, mais tu pourrais au moins arrêter de bouffer quand je te parle. Puis, il finit par le reconnaître avant de tout avaler, avant de s'enfuir en courant. Poursuivi par la marine et eux-mêmes poursuivis par Ace. Tashigi se joint à la poursuite de Luffy. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipage s'est changé pour avoir des vêtements plus adaptés au pays. Enfin, Sanji s'est fait plaisir sur la tenue des filles. Chopper subit à cause de son nez développé. Comme Nanohana est une ville qui regorge de parfums, il passe pas un bon moment. Vivi explique qu'ils doivent traverser le désert pour aller dans un oasis nommé Yuba, pour trouver le leader de la révolution afin de stopper les combats. Elle dit au groupe de se cacher parce qu'elle voit les marines qui ont l'air de courir dans tous les sens. Ils poursuivent Luffy qui remarque Zoro et commence à courir dans leur direction. Le sabreur se dit: non mais c'est pas possible, il le fait exprès d'être débile, alors que tous les marines se dirigent dans leur direction. Smoker tente une attaque avec son pouvoir de la fumée pour capturer Luffy, mais il est bloqué par une boule de feu. C'est Ace qui lui dit: ça sert à Chi, nos pouvoirs s'annulent mutuellement. Luffy le reconnaît et Ace va lui dire: t'as pas changé petit frère. Chapitre 159. Sur le bateau de la marine de Smoker, on retrouve Mr. Eleven qui est toujours attaché au mât et demande aux Billions qui sont venus le voir de le détacher, mais lui sont venus lui régler son compte. L'idée, c'est que si un des agents numérotés meurt, un Billion prendra sa place. Notre équipage s'enfuit avec leurs provisions sur le bateau pendant que Ace retient les marines. Mais avant d'embarquer, Vivi confie une mission à Kalou. Sa mission: se rendra à Lubarna avec toutes les informations qu'elle a obtenues pendant son infiltration et le plan de Crocodile. En lui confiant la lettre, elle lui donne aussi un tonneau d'eau et lui dit: bois pas tout, tu dois traverser le désert, et le canard fonce en direction du nord en se mettant des grandes gorgées. Sur le bateau qui navigue à l'intérieur des terres, le groupe surpris d'apprendre que Luffy a un grand frère. Il explique qu'il est lui aussi un pirate à la recherche du One Piece, il a 3 ans de plus que lui et il a quitté le village il y a 3 ans. Mais à ce moment-là, il n'avait pas mangé un fruit du démon et qu'à chaque fois qu'il se bagarrait, il lui mettait une raclée et il n'a jamais gagné un combat contre lui malgré le fait que lui avait déjà mangé un fruit. Quand il parle de ça, c'est avec le sourire aux lèvres. Et il ajoute que maintenant je suis meilleur que lui. C'est à ce moment-là qu'Ace débarque de nulle part en lui demandant: tu es meilleur que qui, Luffy? Et atterrit sur la rambarde du bateau. Il va tout d'abord remercier les membres de l'équipage de prendre soin de son petit frère et qu'il sait que ce n'est pas facile tous les jours. Puis demande à Luffy de rejoindre l'équipage de Barbe Blanche avec tout le monde. Certainement pas, répond Luffy. Ace dit: j'étais sûr que tu dirais ça, mais Barbe Blanche est le plus grand pirate que je connaisse et je ferai tout pour que ça soit lui qui devienne le roi des pirates. Notre héros lui dit: ne t'inquiète pas, on verra qui sera le plus fort. Mais c'est plus dans le sens d'une saine rivalité, un peu à la Guy et Kakashi. Tiens, au passage, j'ai vu les commentaires à ce sujet et je ferai peut-être Naruto. Mais d'abord, je vais finir One Piece. Sanji lui propose de prendre un verre, mais Ace répond qu'il ne sera pas long. Il remarque que la marine n'essaye pas de les rattraper, c'est normal. Le grand frère de Luffy a créé un mur de flammes qui a bloqué l'avancée des marines. Smoker, accompagné de Tashigi, se dit ça va être compliqué de les retrouver dans un pays aussi vaste. Mais il ne comprend pas pourquoi la princesse Vivi était avec les pirates. En plus de se dire que Crocodile est là et qu'il est peu recommandable. La sergent Jeff lui dit: mais c'est un allié. Il explique que c'était une belle raclure et le connaissant, il n'obéit pas bien docilement aux ordres du gouvernement. Puis ajoute: n'oublie jamais Tashigi. Où qu'il aille et quoi qu'il fasse, un pirate restera toujours un pirate. Ace jette un bout de papier à son frangin. Il lui dit: garde-le bien précieusement. Mais c'est juste un bout de papier, remarque Luffy. Oui, mais grâce à lui, nous pouvons nous retrouver en temps venu. Et avec un frère empoté comme toi, on se fait vite du souci. Prenez bien soin de lui, ajoutera-t-il avant de préparer son embarcation. Tu t'en vas déjà, demande Luffy. Ace va répondre qu'il n'était que de passage, parce qu'il traque un criminel du nom de Barbe Noire. Qu'à l'origine, il faisait partie de sa flotte et qu'il a disparu en commettant le pire des crimes, le meurtre d'un camarade. Et c'est à lui, en tant que capitaine,
ordonne de lui régler son compte. Si ça n'était pas aussi important, il ne perdrait pas son temps. Il conclura à bientôt dans les hautes sphères de la piraterie avec un sourire dressé à son petit frère avant de s'en aller. Alors que l'équipage est sur le cul, que Luffy est un grand frère aussi bien éduqué, au loin il est attaqué par 5 bateaux de Baroque Works avec comme but lui faire la peau parce que le battre c'est s'assurer une promotion. Il va sauter par-dessus les 5 embarcations avant d'atterrir sur son monoplace et utiliser le point ardent ou Hiken qui va détruire les bateaux dans une colonne de flammes. Chapitre 160. Nos héros continuent de naviguer. Ils se demandent pourquoi Ace lui a donné un papier blanc sans aucune inscription. Aucune idée, mais il a dit de le garder, alors je le garde, répond Luffy. Nami va coudre le bout de papier à l'intérieur du bandeau de son chapeau, histoire d'être sûr qu'il ne le perde pas. Ils arrivent à l'embouchure du fleuve et c'est l'heure de se changer. Il faut se protéger du soleil parce que dans le désert, il fait parfois plus de 50. Direction l'oasis de Yuba. Au début, Luffy il est en mode « Let's go mettre une raclée au chef des rebelles ». Vivi dit « Non, mais ça va pas la tête. Le but c'est de le convaincre de ne pas verser plus de sang ». Zoro lui demande « Tu penses qu'une armée de 700 000 hommes abandonnera le combat aussi facilement ?» Elle répond « Abandonner, tu dis ? Je vais tout vous expliquer une fois qu'on sera en route, mais vous n'avez aucune idée des souffrances que Baroque Works a fait subir à ce pays. Ils n'abandonneront pas d'eux-mêmes, et c'est à nous de mettre un terme à cette violence. » C'est parti pour Yuba. Dans un endroit luxueux, on retrouve Crocodile et Miss All Sunday. Mister Zero dit que le plan sera mis à exécution dans 2 jours et demande si les préparatifs sont prêts. Sa partenaire dit que oui et qu'une garnison est en attente à Nanohana. Que tous les agents spéciaux seront réunis ce soir au Spider Café à 8h. Le Spider Café, c'est le quartier général de Baroque Works. Un vieux bar version western perdu dans le désert. On y rencontre une vieille surexcitée, limite sous coke, qui a plein de tics de langage. C'est Miss Merry Christmas. Et son acolyte, Mr. Four. Un gros gaillard qui a l'air tout mou. Il y a aussi la tenancière, Paola, qui leur sert à boire et dehors, on entend des gens qui arrivent en s'entraînant à la danse. C'est Mr. Two et ses hommes qui congédient une fois arrivés au bar. En vrai, je suis désolé, mais ce perso, il me fait tellement gaulerie, putain. Listen, 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 listen. oh, come away. Bon, c'est pas la grosse ambiance entre les duos à l'intérieur. C'est sur le point de s'embrouiller et on voit Mr. Free à travers une fenêtre qui les observe. On voit quelqu'un arriver. D'un coup, les hommes de Mr. Two qui se sont fait casser la gueule sont envoyés dans le bar. Ils expliquent que c'est Mr. One qui a fait ça. Un début de bagarre commence, mais Paola, qui est en fait Miss Doublefinger, la partenaire de Mr. One, leur dit d'arrêter. Et que tout le monde est présent à l'heure et elle va pouvoir enfin transmettre les ordres. Elle ajoute qu'ils doivent tous se rendre à Rain Base pour rencontrer leur patron. Chapitre 160. Alors que les agents spéciaux se dirigent à Rain Base sur une tortue de transport, les sprinters à collerette, des sortes de lézards, partent à travers tout le pays pour assembler les troupes. Notre groupe débarque sur la ville d'Elma, surnommée l'île verte, mais la ville est un désert en ruine. Un kung fu de gong, une sorte de phoque, sort de l'eau et provoque Usopp, enfin le fracasse. Vivi explique que c'est une espèce guerrière très costaud et qu'il ne faut pas s'en approcher, ni les battre parce que sinon il devient le disciple de celui qui l'a vaincu. C'est simple, Luffy s'est fait une troupe et Chopper a dû négocier avec eux pour pas qu'ils les suivent en échange de nourriture. Je sais pas si l'info est pertinente, mais en gros, s'ils prennent pas la troupe avec eux, c'est parce que personne ne les laisserait entrer avec une armée et que c'est une espèce qui vit en eau de mer. Au passage, depuis quelques temps, le fleuve qui servait les cultures recule dans les terres, laissant place à la mer. Notre groupe pense que c'est à cause de ça que le village est asséché. Mais Vivi raconte que non, ils avaient un système pour récolter la pluie très performant et que la ville était pleine de verdure et de vie, mais que depuis 3 ans, il n'a pas plu une seule goutte de pluie. Que ça n'était jamais arrivé avant, sauf dans la capitale où les pluies deviennent abondantes. Les gens appelaient ça le miracle royal jusqu'au jour où lors d'un déchargement de cargaison sur le port destiné au palais royal, les hommes renversent le chargement et une sorte de poudre est renversée sur le port, ce qui attire l'attention des gens. Ils se rendent compte que cette poussière verte est de la dance powder, une poudre qui fait tomber la pluie. Elle a été inventée il y a très longtemps, mais interdite par le gouvernement mondial parce que lorsqu'on l'utilise, elle crée des sécheresses autour et par conséquence des guerres. Toute cette mise en scène a été commanditée par Crocodile afin de discréditer la famille royale et ainsi créer une rébellion contre le voleur de pluie, surnom donné au père de Vivi à la suite de la découverte d'une grosse quantité de dance powder dans le palais. Toute cette situation a déclenché la sécheresse, la guerre civile et pendant qu'elle continue son histoire, l'émotion gagne. Vivi se met à hurler qu'elle ne pourra jamais lui pardonner. À cause de l'histoire, les garçons ont le démon et sont pressés à en découdre. Chapitre 162. En très gros, notre groupe traverse le désert avec quelques péripéties. Genre à un moment, Luffy se fait voler ses vivres par des hérons chapardeurs. Du coup, Sanji lui dit qu'il a moins de cuit qu'un piaf. Chopper en PLS parce qu'il ne supporte pas la chaleur. Pendant leur franchissement du désert, ils trouvent un chameau qu'ils baptisent Long-Cil et il les accompagne à partir de maintenant, mais laisse seulement les filles monter sur son dos. La nuit tombe ainsi que la température. Bien que Yuba est en vue, le vent se lève et le sol gronde. Il y a un problème, dit Vivi. Chapitre
Chapitre 163. Une tempête de sable est en train de se déchaîner. Une fois terminé, le groupe s'approche de la ville qui est désertique et commence à être englouti par le sable. La promesse d'une ville oasis est bien loin. Dans cette ville fantôme, un homme âgé est tout de même présent. Toto. Il explique que la ville a fini par sécher, mais qu'ils peuvent se reposer ici. Vivi lui demande où sont les rebelles. L'ancien commence à s'énerver pensant que notre groupe souhaite se joindre à eux. Puis ajoute que les imbéciles ont quitté la ville pour se rendre à Katohera à cause des tempêtes et de la sécheresse qui gagnent du terrain depuis 3 ans. Luffy demande à Vivi où ça se trouve, alors qu'elle explique qu'ils sont venus ici pour Chi, car c'est à côté de Nanohana. Toto reconnaît la princesse et se présente à son tour. Vivi réalise qu'elle le connaît et il la supplie d'arrêter les rebelles. Il sait que son père est un homme bon. Flashback. 11 ans auparavant dans le palais royal, on trouve un jeune ado du nom de Koza. Se plaint au roi après une sécheresse. C'est alors que Toto débarque en s'excusant platement du comportement de son fils. Le roi dit qu'il ne peut rien contre les éléments, mais fera tout pour aider les villageois avec les moyens dont il dispose. Alors que Toto le remercie, Koza, insatisfait de cette promesse, part en courant, les larmes aux yeux, faisant des reproches au roi. Il va dire à Toto qu'il s'excuse, que son fils est un bon garçon. Koza croise Vivi dans les couloirs, qui le traite de pleurnicheuse, les deux se battent. Dans la salle du trône, Igaram dit qu'ils n'ont pas les moyens de supporter ses dépenses. Le roi lui dit qu'il n'aura qu'à couper sur le budget du palais. Puis il découvre Vivi qui explique qu'elle s'est battue mais a perdu. Igaram veut casser la gueule au petit. Toto veut se donner la mort pour l'affront, mais le roi les tape tous les deux en leur disant « Vous êtes cons, c'est une embrouille de gamins !» Vous l'avez compris, Cobra est un bon roi qui sait faire la part des choses. On retrouve Koza et Vivi pour un duel afin de savoir qui va diriger le clan des sables, le groupe d'enfants du village. Elle perd mais sera quand même nommée adjointe, Koza étant le leader. Bref, en gros les gamins vivent des aventures sous la protection cachée d'Igaram et le roi. Vivi est très proche des gens du royaume. Mais à un moment, Vivi tombe sur des bandits qui veulent la kidnapper. Mais les enfants du clan s'opposent à eux. Koza hurle à Vivi de s'enfuir parce que c'est elle leur cible. Chapitre 164. Énorme bordel. Les enfants se ruent sur les bandits et Vivi s'enfuit vers les ruines. Igaram qui arrive sur les lieux trouve les petits vaincus au sol. Ils expliquent la situation et qu'ils sont dans les ruines et que Koza est parti aider Vivi. Près d'un bâtiment en ruine, Koza se dresse avec son gourdin en bois entre Vivi et un bandit. Alors que son ennemi charge avec une lame, il touche l'enfant au visage qui remportera quand même le duel. Pendant que Vivi prend soin de Koza, deux nouveaux brigands arrivent. Mais cette fois, c'est le roi lui-même accompagné d'Igaram qui s'en occuperont sans difficulté. Il découvre plus loin d'autres ennemis, mais deux gardes, Pell et Shaka, s'en sont déjà occupés. Alors que leur roi leur demande ce qu'ils font ici, il lui reproche le fait qu'ils soient à Shai du palais. Justement, de retour au palais, Cobra et Igaram sont reconnaissants envers Koza pour avoir sauvé Vivi. Vivi, en larmes, craignait pour ses amis. Sur ce, le roi et la garde prennent congé en se disant qu'avec des jeunes comme ça, l'avenir du pays est assuré. Cependant, Igaram émet des doutes sur les décisions difficiles à prendre pour Vivi plus tard, parce qu'elle est trop gentille. Mais il est rassuré par son père qui est persuadé qu'elle fera les bons choix. Plus tard, on apprend que le roi a confié à Toto la charge de créer une nouvelle ville sur l'oasis de Yuba, car c'est un point de passage obligé pour traverser le pays. Lors du départ de la caravane, le roi, Vivi, Toto et Koza sont rassemblés pour les au revoir. Koza demande à Vivi de devenir une grande princesse, ce qu'elle promet de faire. De retour dans le présent. On voit bien qu'une ville a fleuri, mais qu'elle est désertée à cause de la sécheresse depuis 3 ans. Toto explique qu'il a bien tenté de dissuader les rebelles, mais ils sont à bout de force, et qu'ils n'ont plus d'autre choix que de gagner pour survivre, et qu'ils ont la conviction d'aller jusqu'au bout. Je t'en prie Vivi, tu dois mettre fin à cette folie, dit le vieux, les larmes aux yeux. Dans la base des rebelles près de l'oasis de Katohera, on rencontre le chef de la rébellion qui se fait livrer des armes. Cette personne n'est d'autre que Koza lui-même. Chapitre 165. Vivi promet qu'elle fera tout pour les arrêter, et le visage de nos héros montre bien qu'ils sont déter pour l'aider. Notre troupe va dans un refuge pour se reposer. Enfin, reposer. Ça se lance des coussins dans la tête, ça se bat, c'est le bordel dans le dortoir. Il y a juste Luffy qui reste avec Toto dehors et qui l'aide à creuser. Il est persuadé que Yuba va survivre. Dans une salle somptueuse où tous les agents spéciaux de Baroque Works sont réunis, ils sont accueillis par Miss All Sunday. Il leur explique qu'ils sont dans le plus grand casino de la ville de Rain Base, le Rain Dinner, et qu'ils vont rencontrer leur chef. Opération Utopia. C'est les premiers mots que va prononcer Crocodile devant ses agents qui sont choqués d'avoir un des 7 grands cancers comme chef. Les remarques fusent et le Shishibukai d'un simple un souci va calmer tout le monde. Miss Doublefinger explique que c'est bizarre qu'il crée une organisation comme celle-ci alors qu'il peut faire ce qu'il veut avec son statut. Crocodile répond qu'il ne cherche ni l'argent ni les honneurs mais une arme. Il commence les explications qu'on n'a pas, mais ce qui est résumé des autres après la conversation, c'est que globalement une arme serait cachée à Alabasta et qu'ils pourront s'en emparer après avoir pris le contrôle du pays. Il explique que toutes ses missions jusqu'alors étaient dans ce seul et unique but et qu'il est temps que le royaume disparaît. Il donne des derniers ordres par papier avant d'expliquer leur dernière mission qui permettra au royaume de s'effondrer sur lui-même et qu'ensuite que la population ou les rebelles de ce pays sera à leur merci afin de créer leur utopie. Que c'est leur dernière mission et que l'échec n'est pas envisageable. Et donne rendez-vous à tout le monde demain à 7h du matin. De retour à Yuba, c'est l'heure des au revoir. Toto a réussi grâce au trou de Luffy d'obtenir un peu d'eau qu'il lui donne. Mais une fois notre groupe parti, Luffy s'assit contre un arbre et dit « J'arrête ». Chapitre 166. Attendez un peu.
Opération Utopia, vous avez dit? C'est les paroles de Mr. Free qui débarque à la réunion de Baroque Works. Il explique avoir suivi le groupe depuis le Spider Café pour demander une deuxième chance, malgré le fait qu'il sait que Mr. Two avait pour ordre de le faire éliminer vu qu'il n'avait pas rempli sa mission. Comment ça, lui demande Crocodile. Mr. Free explique que c'est de sa faute si Vivi et les chapeaux de paille ont pu s'échapper. Le corsaire est surpris. Il lui dit: pourtant tu m'as bien annoncé à l'escargophone que c'était fait. Ce que réfute Mr. Free. Si vous vous rappelez bien, dans l'arc Little Garden, c'était Sanji qui avait répondu au téléphone. Après un temps de réflexion, le Shichibukai comprend et devine pourquoi les Unluckies ne sont pas revenus. Il demande à Mr. Free s'il a éliminé l'un d'entre eux au moins. Aucun, mais se justifie par le fait qu'il avait des informations erronées. Puis Mr. Two demande des explications alors que Crocodile s'énerve. Puis après, tout devient clair et Bon Clay réalise qu'il les a rencontrés après avoir quitté Little Garden. Il explique ce qu'il s'est passé, mais qu'il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est que Sanji est avec eux. Crocodile explique que les Mugiwara connaissent son identité. Ils peuvent faire échouer la mission. Il ajoute que Mr. Free avait raison sur ses informations erronées. Puis alors qu'il demande une photo de chaque visage que Mr. Two a retenu, Mr. Free proteste en disant que c'est à lui de s'occuper d'eux, mais le corsaire lui attrape le visage en lui disant: espèce d'imbécile, si je t'ai attribué ce nombre alors que tu es moins fort au combat que Mr. Four, c'est parce que je pensais que tu étais prêt à tout pour mener à bien ta mission. Pendant ces paroles, Mr. Free s'assèche à vue d'œil, comme si c'était une momie. Puis le Shichibukai ajoute que les hommes sur qui on ne peut pas compter l'insupportent avant de le jeter dans une fosse remplie de crocodiles. Alors qu'il retourne à table, il explique que cet équipage doit être éliminé car leur objectif est de stopper la rébellion et que la princesse ne pourra peut-être pas stopper 700 000 hommes, mais au moins semer le doute parce qu'elle est une amie d'enfance avec le leader de la rébellion, Koza. Il dit à Miss Olsunday de donner l'ordre aux Billions infiltrés de tuer les chapeaux de paille et la princesse. Et pour les agents spéciaux, en aucun cas, Vivi ne doit rencontrer Koza ou stopper la rébellion. Enfin, il les congédie en leur disant que leur utopie est proche, que l'erreur n'est pas permise et conclut sur que la fête commence. Avec un sourire. De retour dans le désert, Luffy dit qu'il n'a pas envie de retourner sur leurs pas et qu'il veut juste casser la gueule à Crocodile. Alors que tout le monde râle, il ajoute: tu crois vraiment que Crocodile abandonnera si on réussit à arrêter la rébellion? Tu veux que je fasse quoi? On n'a rien à faire là-bas. Et alors que tout le monde réalise qu'il a raison, il ajoute: si je l'ai bien compris, tu voulais que personne meure dans cette histoire. Il y a un grand corsaire, des milliers d'hommes prêts à s'entretuer et tu veux aucune victime. C'est pas un conte pour enfants, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à espérer sauver tout le monde? Rétorque Vivi en colère. Mais les gens meurent, commente Luffy, avant de prendre une grande calotte de la princesse, qui dit: ne parle pas comme ça. C'est précisément pour ça que nous faisons tout ça, pour que personne meure. Qu'importe le camp, on n'a pas toléré ça. Et le seul fautif, c'est Crocodile. Luffy répond par une droite en lui demandant pourquoi elle est prête à se sacrifier. Alors qu'il se fout sur la gueule sous les yeux de l'équipage, Luffy lui dit qu'il sait de quoi ce pays a besoin. Vivi répondra: qu'est-ce que je peux faire de plus si ce n'est sacrifier ma vie? Luffy dit: risque aussi nos vies. Nous sommes amis, non? Vivi réalise qu'ils ne font pas ça pour la rançon, mais bien pour elle. Et le choc la fait fondre en larmes. Finalement, tu es capable de pleurer, dit notre héros. C'est toi qui lui en veux le plus et qui veut lui régler son compte. Maintenant, dis-moi où il se trouve. Chapitre 167. Vivi dit que leur ennemi est au nord à une journée de marche à travers le désert pour rejoindre la ville de Rainbase. Tout le monde donne le meilleur de soi-même malgré la chaleur. Luffy protège même l'eau que Toto lui a filée. Vivi le remercie parce que sans lui, elle aurait été incapable de prendre une telle décision. Il lui dit: file-moi à bouffer plutôt une fois que j'aurai battu Crocodile. Je veux me casser le bide. Au campement des rebelles, un garçon du nom de Kappa demande à Koza de rejoindre les rangs de la rébellion, ce qu'il refuse, en expliquant qu'ils ne font pas ça pour s'amuser, qu'ils n'ont même pas envie de faire la guerre, mais qu'ils n'ont pas le choix. Comme l'enfant refuse d'entendre raison, Koza finit par lui crier dessus en lui disant de dégager. Alors qu'un de ses hommes lui demande pourquoi il a agi comme ça, il lui dit qu'il s'identifie à ce gamin car il avait son âge. Il dit et annonce que dès qu'ils auront les armes nécessaires, ils lanceront l'assaut sur la capitale. Justement, à Alubarna, le roi est en désaccord avec ses gardes, Pell et Shaka, qui veulent s'occuper des rebelles, mais Cobra refuse catégoriquement en expliquant qu'un pays n'est rien sans son peuple. Protéger le roi. Ils savent que quelqu'un tire les ficelles, mais le roi ajoute que s'en prendre au peuple ne changerait chi. Alors que Shaka et Pell discutent de leurs craintes sur l'avenir du royaume, Kalou débarque au palais avec la lettre de Vivi. Cobra est sous la stupeur du contenu de la lettre. Puis il prend une décision. Il ordonne à Shaka de rassembler les troupes pour marcher sur Rainbase. Alors que ses gardes lui disent ça laisserait le palais sans défense, sans compter que Crocodile a les faveurs du peuple, ils seront dans une position où ça renforcera les rebelles et le peuple sera contre eux. Le roi dira encore une fois, ce qui compte dans un pays c'est son peuple. Du moment qu'il arrive à se débarrasser de Crocodile, et même s'ils doivent périr dans la bataille, au moins le corsaire ne pourra pas s'emparer du pays et il renaîtra de ses cendres. Tandis que s'ils affrontent les rebelles, c'est Crocodile qui gagne. Il ordonne que tout le monde soit convoqué et à partir de demain pour une marche en direction de Rainbase, même s'il sait très bien que le combat l'oppose à un grand corsaire et que forcément il y aura de la casse. Donc pour résumer, on a le groupe de Luffy qui va en direction de Rainbase depuis le sud, l'armée royale également depuis l'est et les rebelles qui se dirigent vers la capitale. Chapitre 168. La nuit est passée.
et nos héros, après une traversée du désert, sont arrivés à Rain Base alors que il reste 1 heure avant le début de l'opération Utopia. Alors que Luffy est chaud pour foncer dans le tas pour défoncer Crocodile, Nami reçoit le bâton climatique qu'elle avait demandé à Usopp. Après quelques explications, suivant comment tu l'assembles, il a différents types d'attaques. Sanji, gros forgeur, dit « Non, t'as pas besoin de ça, je te protégerai. Appelle-moi Prince. » Au début, ça parle de rentrer dans Rain Base discretos, parce que leurs adversaires savent qui ils sont et que c'est un groupe spécialisé dans l'assassinat. Mais Vivi dit que Luffy a raison, le temps joue contre eux et que l'heure n'est plus à la prudence. Une fois en ville, Usopp et Luffy foncent dans un bar pour boire un coup et ramener de l'eau. Mais à l'intérieur de l'établissement se trouvent Smoker et Tashigi. Et Smoker a une intuition parce que pour lui, il y a un truc qui tourne pas rond entre Crocodile, Vivi et les Mugiwara. Bon, forcément, il voit les deux singes, ça part en course-poursuite et ça rameute toute la troupe de marine. Bien évidemment, Usopp et Luffy courent en direction du groupe et entre-temps, Chopper est parti pisser. C'est un joyeux bordel, ça court, ça se bagarre. Zoro ose pas affronter Tashigi, Baroque Works s'en mêle, mais au final, c'est que Zoro, Nami, Usopp et Luffy courent pour rentrer dans le Rain Dinner poursuivi par Smoker. À l'intérieur, Crocodile apprend que Vivi et la bande de pirates qui l'accompagnent sont là. Il ordonne qu'on les prenne au piège. Chapitre 169. Notre quatuor débarque dans le casino, non sans se faire remarquer, surtout qu'ils se font toujours courser par Smoker. L'ordre est donné d'indiquer à notre troupe la direction de la salle VIP. Bien évidemment, ils tombent dans un piège, Smoker inclus. Ils se retrouvent enfermés dans une cage et Luffy se sent bizarre comme Umu. Puis Smoker va se lever et frapper Luffy avec sa gîte avant de poser l'extrémité sur son torse. Notre héros ne comprend pas son manque d'énergie. Il explique que son arme est constituée de granit marin, une roche spéciale qu'on ne trouve que dans certaines régions, et que cette cage est sûrement constituée du même matériel, et qu'elle recèle encore bien des mystères, et comme c'est un concentré de mer, c'est pour ça que Luffy KO, et que Smoker ne se transforme pas. La roche les affaiblit. Alors que la tension monte, Crocodile intervient et dit que de toute façon, c'est inutile, vous allez mourir tous ensemble. Il est légèrement surpris de voir Smoker, mais c'est un détail. Il dira qu'il est mort à cause du chapeau de paille, et que de toute façon, même si Smoker ne l'avait jamais considéré comme un allié, le gouvernement lui fait confiance. Petite scène drôle où Luffy s'énerve en mode « Je vais te défoncer !» avant d'agripper les barreaux et de perdre son énergie. Quel mongol. Crocodile dit qu'il ne manque plus que l'invité d'honneur et que sa collaboratrice est partie la chercher. Focus sur Vivi qui se bat contre un groupe de Baroque Works. Malgré le fait qu'elle en ait battu un certain nombre, elle semble au pied du mur. C'est à ce moment-là qu'un appui aérien arrive, un faucon avec des mitraillettes rafale tout ce qui bouge. Alors s'il avait pas un style égyptien, ça serait sûrement l'un des trucs les plus ricains du monde. Il attrape Vivi avant de la poser sur le toit d'une tour. Ce faucon, en fait, c'est Pell, le plus grand guerrier d'Alabasta qui a mangé le fruit du volatile version faucon. Apparemment, c'est un des 5 fruits qui permet à son utilisateur de voler. Après que Pell s'est débarrassé des agents de Baroque Works, Miss Olsunday arrive et un duel va avoir lieu. Chapitre 170. Quel gâchis, regarde ce que tu as fait à nos agents, dit Miss Olsunday avant de demander à Pell si elle peut amener Vivi au palais. Il répondra bien évidemment non. Alors que Vivi a le démon et lui fonce dessus en reprochant ce qu'elle a fait à Igaram, elle réplique en disant ce que tu as fait à mes hommes n'est pas bien différent avant de voir un bras transpercer son corps. Pell s'envole et fonce à toute vitesse sur Miss Olsunday qui dit 3 fleurs et 3 bras apparaissent sur le corps de Pell qui maîtrise ses ailes et il se crache sur le toit. Alors que Vivi s'inquiète, le faucon ne comprend pas ce qu'il s'est passé. La collaboratrice de Mister Zero explique qu'elle s'est juste amusée à lui faire croire qu'elle l'a transpercé. Elle possède le Hana-Hana no Mi, le fruit de l'éclosion, qui lui permet de faire éclore n'importe quelle partie de son corps comme une fleur et ce où elle a envie. Alors que Pell charge, elle fait apparaître 6 bras sur son dos pour l'immobiliser et lui briser la colonne. Elle explique que la force ou la vitesse ne peuvent rien contre elle, puis ajoute être déçue du plus grand guerrier du royaume, avant d'embarquer Vivi au Rain Dinner. À l'intérieur de la cage, l'ambiance est un peu plus flex. Luffy s'amuse à imiter Sanji, ce qui fait taper des barres à Usopp, et Zoro tape sa meilleure sieste alors que Nami pète un câble à cause de leur comportement. Il y a une petite conversation sur la confiance comme quoi Crocodile considère que c'est une énorme connerie alors que les chapeaux de paille en ont entre eux. Vivi arrive et alors que Crocodile lui dit bienvenue Miss Wednesday, elle rétorque je suis venu ici pour te faire disparaître. C'est ce royaume minable qui va disparaître, rétorque-t-il avant qu'elle charge à toute vitesse et envoie une chaîne aiguisée sur la tête du corsaire. Mais il s'évanouit dans le sable avant de réapparaître derrière elle et de la maîtriser. Il explique qu'il a mangé le fruit du sable, le Suna no Mi, et menace de la transformer en momie avant de la faire asseoir sur une chaise. Parce que la fête va bientôt commencer, en effet, Miss Olsunday annonce qu'il est 7h, c'est le début de l'opération Utopia. Le roi a disparu. Personne ne comprend comment c'est possible alors qu'ils ont cherché partout comme s'il s'était volatilisé. Chacun se trouve dans une situation de conscience et ne sait pas quoi faire malgré l'absence du roi. Il ne compte pas commander l'armée. Puis un soldat arrive et dit que d'une certaine manière ils l'ont retrouvé. Bien au sud, Katohera, Koza enfourche son cheval et fonce au triple galop et a des flashbacks. De la longue descente aux enfers du royaume alors que malgré les morts et la sécheresse, les gens avaient toujours foi en leur roi. Mais qu'en parallèle, certains avaient commencé à prendre les armes. C'est pendant un entretien avec son seigneur
d'ailleurs que le lien va se couper. Koza réclame au roi d'utiliser la poudre afin de sauver les villes atteintes de sécheresse et stopper la rébellion, mais le monarque s'y oppose. Cobra explique que les choses ne sont pas si simples et que ça ne fera qu'engendrer d'autres catastrophes. De retour dans le présent, où Koza continue sa course. Dans le port de Nanohana, accompagné de sa garde, le roi face aux habitants présente ses excuses. Il est le voleur de pluie et, pour faire oublier cet épisode, il a décidé de raser la ville, sous l'incompréhension des villageois alors que l'ordre de brûler la ville est donné. Les troupes se déchaînent. Kappa fait face au roi qui le dégage à coups de pied. C'est alors que Koza arrive à son tour, il confronte le monarque qui semble impassible. Alors qu'il lui reproche la souffrance de son peuple, un des gardes ouvre le feu et touche le chef de la rébellion. L'armée des rebelles arrive pour porter secours à leur leader qui est au sol alors qu'un gigantesque navire s'écrase sur le port et s'éclate sur la ville, dispersant tout le monde qui tente de fuir. Alors arrivent Mr. One et Miss Doublefinger qui se plaignent de la facilité de la tâche. Le roi fait tomber le déguisement. Il s'agit en fait de Mr. Two qui s'est fait passer pour lui grâce à son fruit et l'armée qui l'accompagnait est en fait son équipage.